Ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, mais c'est Binge Audio. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des NFT, les Non-Fungible Tokens. Le 19 février 2021, le mime du Nyan Cat s'est vendu pour 590 000 $. Cet artiste, visiblement ravi, vient de vendre une de ses œuvres pour plus de 69 millions de $. Vous avez eu une creux il y a 3 ans. Vous vous êtes dit, on va réussir finalement à vendre des objets virtuels, à les identifier grâce à la blockchain. Et pourtant, cette œuvre, vendue aux enchères, n'existe que dans le monde virtuel et chacun peut en posséder un exemplaire sur son ordinateur ou son téléphone. Salut, c'est Thomas Rozek. L'actualité a ça de fascinant qu'elle permet parfois des croisements inattendus, des moments où deux univers a priori très éloignés l'un de l'autre se rassemblent subitement. Par exemple, je n'aurais pas comme ça au débeauté associé intellectuellement le marché de l'art et ses pratiques anciennes, codifiées, réservées aux initiés, et le bien plus récent secteur des crypto-monnaies, certes lui aussi très ritualisé, mais centré sur des préoccupations tout autres. C'est pourtant à cette alliance très spécifique qu'on assiste depuis quelques semaines, avec le succès médiatique au moins des NFT, ces titres de propriété électronique destinés à des œuvres ou des morceaux du patrimoine numérique, le premier message du fondateur de Twitter, la vidéo originale du Nyan Cat, ou un immense portfolio en ligne de l'artiste Beeple, 5000 images vendues en tout 69 millions de $, une somme record qui n'a fait qu'accentuer l'intérêt pour les NFT, mais aussi les polémiques qui accompagnent cette pratique amplement questionnée. Nous, on a tout bonnement eu envie d'y voir un peu plus clair, et c'est ce qu'on va tenter de faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Le premier à qui je suis allé poser mes questions de néophyte, c'est mon confrère Grégory Raymond. Il pilote la newsletter spécialisée 21 millions pour le magazine Capital, et c'est un fin connaisseur des monnaies numériques. Je lui ai donc demandé pour démarrer ce qui se cache derrière cet acronyme, ces 3 lettres NFT. Alors cet acronyme, faut voir Non-Fungible Tokens, donc c'est-à-dire des jetons non fongibles. Un jeton non fongible, en fait, ça s'oppose à un jeton fongible. Et Bitcoin, par exemple, est un jeton fongible. Ça veut dire que un Bitcoin aura toujours autant de valeur qu'un autre Bitcoin, tandis qu'un NFT, c'est une forme de crypto, mais qui ne ressemble à aucune autre. Oui. Il y a un caractère unique. Pour prendre une analogie, je crois que j'ai vu passer, le Bitcoin, c'est comme un billet de banque. Quand on dépose de l'argent à la banque, on ne s'attend pas à ce que le personnel de la banque nous rende le même billet si on veut récupérer son argent. On va nous rendre l'équivalent. Et là, le NFT, la différence entre NFT et Bitcoin se joue un peu là-dessus. Exactement. Et c'est le bon exemple, le billet de 20 € qui est complètement interchangeable avec un autre. Et si tu voulais avoir une sorte de représentation dans le monde physique du NFT, c'est un peu comme un billet pour un concert. C'est-à-dire que pour la même représentation d'un groupe, par exemple, le numéro de siège, la date est différente. Donc en fait, chaque ticket de concert est unique. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, ça devient un sujet de discussion et d'intérêt très important en ce moment, les NFT, cette technologie-là en particulier? En fait, cette technologie, elle existe depuis environ mi-2017. Il y a eu quelques petites applications, mais en fait, là, ça a vraiment explosé à partir de mi-2020 parce que des sociétés construisent des applications dessus et les premiers crypto-artistes ont aussi commencé à émerger. Enfin, ça n'échappera à personne que nous vivons actuellement une séquence de bulles dans les crypto-monnaies. Donc, il y a encore plus de spéculation et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines ventes records qui ont fait parler. Si on rentre un peu dans les détails du fonctionnement, comment ça marche très, très basiquement? Si moi, un jour, je me réveille avec 69 millions de $ à dépenser et que je veux acquérir à ce prix-là un NFT, une œuvre d'art en l'occurrence, parce que c'est souvent ça qu'on achète, avec cette technologie NFT. Comment tout ça fonctionne? Eh bien, il faut se rendre sur des plateformes qui sont un peu des bourses d'échange où il y a simplement des NFT dessus. C'est des grands magasins d'œuvres d'art et il faut payer avec des crypto-monnaies. Et une fois qu'on remporte une enchère, on reçoit la livraison du NFT et c'est un peu comme si on achetait un Bitcoin, tout simplement. Il faut avoir un portefeuille numérique pour pouvoir recevoir donc les NFT, et souvent ils sont bâtis sur Ethereum. Donc c'est comme si on manipulait de l'Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum. En fait, on obtient un certificat numérique qui est quelque part en fait une ligne de code. Donc il y a absolument rien de palpable, et c'est un certificat qui garantit que nous sommes bien propriétaires de l'objet virtuel qui est relié à ce NFT. Ce qui ne veut pas dire que l'objet virtuel n'est
plus accessible, n'existe plus, est enfermé quelque part dans un coffre-fort numérique, il peut rester techniquement visible par tous. Ah oui, bien sûr, et c'est ça qui peut paraître un peu perturbant parce qu'il y a un NFT, est consultable gratuitement. Il n'y a pas de problème, c'est comme si on allait au musée en fait. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif de dépenser autant d'argent pour quelque chose qu'on peut consulter gratuitement. Mais ce que le NFT offre, c'est quelque chose qui ne peut pas être copié, c'est la propriété de l'objet. Comment est-ce que c'est protégé tout ça? C'est un peu balbutiant, mais les NFT sont basés sur la blockchain. Donc, il y a quand même quelque chose de très sécurisé. La blockchain, c'est un grand livret de compte, en fait, si vous voulez, où on peut retrouver toutes les transactions passées sur une crypto-monnaie. Donc, il y a la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, la blockchain Litecoin, il y en a plein. Et quand on va regarder dedans, en fait, on voit toutes les transactions qui se sont passées. Donc, un tel a envoyé un Bitcoin à une autre personne et on peut voir la même chose sur les NFT. Un NFT envoyé d'une personne A à une personne B. C'est un grand registre de comptes. Le risque, c'est de se faire pirater, tout simplement, comme on pourrait se faire pirater un portefeuille de Bitcoin. Donc, il faut faire très attention avec ses mots de passe, ce genre de choses. Parmi les critiques qui sont adressées aux NFT, dans les quelques voix qui s'élèvent un peu pour s'interroger sur le succès de cette technologie, il y a le fait que ce serait très gourmand écologiquement parlant. Est-ce que c'est vrai et pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Oui, c'est vrai parce que la plupart des NFT, on va dire plus de 90%, sont développés sur la blockchain Ethereum qui nécessite des ordinateurs très très puissants pour sécuriser les transactions. C'est un peu comme Bitcoin. Donc oui, effectivement, l'empreinte écologique des NFT, c'est un peu la même empreinte écologique que les crypto-monnaies qu'on connaît, quoi. Donc oui, il y a un risque. Après, Ethereum devrait faire une mise à jour d'ici, ça nous ramène à longtemps, mais d'ici 2 ans, devrait changer sa méthode de consensus pour valider les transactions. Donc ça devrait devenir beaucoup moins énergivore à l'horizon de 2 ans. Mais bon, pour l'instant, à l'instant T, ça consomme beaucoup d'énergie. Par contre, il y a des blockchains concurrentes qui sont spécialisées dans les NFT, qui ne consomment pas grand-chose. Mais souvent, en fait, quand une blockchain consomme moins d'énergie, elle est moins sécurisée. Et quand on veut acheter quelque chose qui a de la valeur, c'est important d'être sur un protocole sécurisé. Le fait que des ventes records aient été observées ces derniers temps, est-ce que ça suscite, toi qui observes ça de près, une accélération de l'engouement, une accélération des transactions? Est-ce qu'on voit vraiment, ou est-ce que c'est uniquement de la communication, ou est-ce qu'on voit vraiment concrètement l'usage exploser? Ah oui. Étant donné que tout se passe sur la blockchain, on peut tracer toutes les transactions et on s'aperçoit qu'il y a une explosion des volumes. C'est vraiment très important. Alors, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'au mois de février, il y a eu 200 millions de dollars de volume de vente sur des NFT. Et on parle beaucoup d'œuvres d'art dans les NFT, mais il y a plein de choses. Un NFT, ça peut être aussi un objet dans un jeu vidéo, ça peut être une épée. Et donc, un joueur qui a fini qui en a marre de jouer, il peut revendre son épée à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une vente de NFT. Oui, parce que l'attention est focalisée sur les œuvres d'art, alors qu'effectivement, il y a plein d'autres applications et qui sont peut-être même encore plus intéressantes et encore plus, j'ai envie de dire, logique que celle d'acquérir juste une œuvre d'art qui pour le coup peut ressembler plus à une manière de mimer des vieux usages qui concernent pas grand monde. Pour le coup, il y a des applications qui sont beaucoup plus grand public. Oui, c'est ça. Et l'art, en fait, c'est très subjectif, la valeur qu'on peut donner à un NFT qui est une œuvre d'art. Par contre, je trouve que dans ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est beaucoup plus concret. Il y avait l'exemple d'une épée qu'on pourrait acheter et revendre. Je voudrais parler d'une entreprise française qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Sorare, qui a levé récemment 50 millions de dollars auprès de fonds de capital risque américains très importants. Et en fait, Sora, c'est un mix entre les cartes Panini de football de notre enfance et le jeu Football Manager. En fait, on achète des cartes numériques de joueurs de foot pour composer des équipes et défier d'autres joueurs en ligne. Et donc, il faut acheter ces cartes-là. Et ce qui est super intéressant, c'est que quelqu'un qui s'y connaît en foot va acheter la carte d'un jeune joueur complètement inconnu. Et le jour où ce joueur devient une star, en fait, il peut revendre sa carte très cher. Donc voilà, là je trouve ça assez marrant. Il y a des équivalents en NBA aussi, ce genre de cartes numériques qui s'échangent. Il y a aussi des jeux qui s'approchent de Pokémon, de Tamagotchi. En gros, le NFT qu'on achète, c'est une petite bestiole et on l'entraîne, on lui fait faire des combats et tout. Et à la fin, la bestiole devient super forte et on peut
la revendre très cher à quelqu'un qui veut avoir un personnage fort dans un jeu vidéo, quoi. Pourquoi l'art, ça fonctionne mieux en ce moment? C'est parce que c'est plus spéculatif, tout simplement. Et il faut quand même remarquer que la plupart des gros achats sont à l'initiative de personnalités importantes de l'écosystème crypto. Et acheter très très cher un NFT, c'est une façon aussi de se faire de la pub pour son propre business. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une société qui a brûlé un Banksy, qui a mis en vente la version numérique sous forme de NFT. Et en fait, ce coup d'éclat, ça a permis de faire parler de la boîte qui était derrière et qui est une boîte liée à l'écosystème crypto, quoi. On l'a dit, ce succès des NFT, il ne va pas sans polémique et discussions parfois très animées, notamment chez les premiers concernés, à savoir les artistes, les producteurs et productrices de contenu, comme on dit. Je suis allé en discuter avec deux d'entre eux, Adrien Havet et Jessie Daubert, qui forment le duo d'illustrateurs Fortifem, très actifs en ligne et plutôt critiques vis-à-vis de cet engouement soudain. Je leur ai demandé quel regard ils portaient tous les deux sur cette évolution. C'est Adrien qui répond en premier. Je vois pas ça comme une évolution en soi, c'est simplement une espèce de nouvel Eldorado envers lequel on rentre, comme une nouvelle façon de diffuser et de vendre et de tirer un bénéfice de ses contenus, de ses productions. Un petit peu comme quand le streaming est arrivé, où on s'est dit « Waouh, je vais pouvoir, même maintenant sans vendre d'imprimés ou de support physique, me faire du pognon avec. » Jessie ? En fait, j'ai du mal à voir ça comme une évolution dans le sens du monde de l'art, mais j'ai l'impression que c'est plus une évolution du Bitcoin, en fait. D'une autre façon de faire des transactions. Comment on peut faire de la spéculation sans que ce soit juste la monnaie en elle-même, mais en continuant à séduire ces gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent dans un truc, on va leur donner des bons points avec, quoi, en gros. Et comme il y a la spéculation dans le marché de l'art déjà à des niveaux plus matériels, que ce sera toujours les mêmes artistes, même s'ils font de la merde, les gens vont les acheter pour avoir des biens investis, quoi. Et donc c'est juste ces deux trucs-là qui se sont couplés. Et, j'ai pas l'impression que ce soit une évolution du milieu de l'art, parce que j'ai l'impression que les seuls gens qui en tireront des bénéfices, c'est ceux qui déjà étaient dans ces modes opératoires là, dans le tangible, quoi. La seule évolution que je comprenne et que je veuille bien concevoir, c'est qu'au même titre que on va pas acheter un print, on va acheter l'illustration originale, et que à l'ère du tout numérique, pour moi, ça me paraît effectivement normal de vouloir acheter l'original de tel mème, de telle image, de tel truc fondateur, que ce soit une image complètement facho de Pépé, ou que ce soit l'original du Nyan Cat. Et là, pour moi, ça faisait sens simplement. On a créé autour, on a laissé se développer toute une espèce de foire aux transactions assez monstrueuse qui a perdu de contrôle récemment, quoi. Il y a un côté qui a fait que tout s'est accéléré. Je veux dire, le crypto art, c'est un truc qui existait depuis un moment. Moi, j'en ai pris connaissance que, je vais dire, il y a 2 semaines, peut-être un mois, quand c'est devenu mainstream, quand des gens se sont dit « mais c'est l'occasion parfaite ». Parce que toute la crise Covid est devenue un petit peu un énorme facilitateur à tout ça. Je reste convaincu que les transactions blockchain, que tout ça, c'est le futur. Mais l'usage qu'on en a fait, ça a été des personnes un petit peu, je vais dire, peu scrupuleuses qui en ont fait, qui ont créé, je dirais, des marketplaces plus que des galeries, qui ont appris, je dirais, à tirer profit, non pas pour répondre à un besoin, mais à une création d'opportunités avec autant de personnes qui vont se ruer parce qu'ils savent que ça va alimenter des transactions folles, et beaucoup de petits créateurs qui vont, avec ces promesses d'enrichissement, payer des sommes pour faire certifier leurs trucs, qui au final vont juste alimenter de plus grosses machineries en matant les maxi-transactions à plusieurs zéros qu'eux n'atteindront pas. Et c'est là où c'est devenu un petit peu sordide, quoi. Un peu avant tout ça, on a participé plusieurs fois à des expositions virtuelles. C'est vraiment des galeries virtuelles où un tel jour, vous aurez toutes ces œuvres faites par tous les artistes, et s'il y en a une que vous voulez acheter, vous l'achetez et l'artiste vous l'envoie. Donc le mec qui avait créé cette galerie, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais effectivement, au début de la pandémie, il a vu que les gens s'y intéressaient un peu plus, parce que tu peux acheter de l'art et tout, mais c'était quelque chose de beaucoup plus, je pense,
simple et mignon que ce qui se passe avec les NFT, quoi. Je sais qu'il y a pas mal de discussions entre artistes, entre tous ceux qui notamment ont une présence assez importante sur le web et communiquent comme ça beaucoup. Comment vous percevez la qualité qui est attribuée aux NFT dans les discussions que vous avez avec d'autres artistes avec lesquels vous êtes en contact? Comment est-ce que vous avez l'impression que tout ça est perçu? Négativement ou plutôt positivement? En fait, tout dépend. Je dirais que déjà, c'est un truc générationnel. Il faut savoir s'affranchir de « Non, moi, c'est le papier, je peux envoyer un original. » Où il y a des gens qui n'auront aucun problème. Par exemple, quand ils bossent sur des supports animés, numériques, des expérimentations, du génératif, des trucs comme ça. Là, ça paraît précieux de pouvoir choper une œuvre, paraissant justement intangible. Et là, c'est important de pouvoir certifier ça, de le faire exister. Ça me paraît cool. Par contre, le truc, c'est qu'on a commencé à se ruer, à avoir des tonnes de personnes choper des modèles 3D, demander des librairies « Est-ce que je peux certifier ton truc, s'il te plaît ?» pour eux-mêmes qui n'étaient pas forcément producteurs de contenu, pour créer des contenus. Et c'est là où c'est devenu problématique. Après, il y a des personnes qui ont entièrement leur place là-dedans. On voit, je pense, je sais pas, des personnes qui expérimentent depuis des années, que ce soit des David O'Reilly, que ce soit des gens comme ça, qui bossent dans l'expérimentation, dans le code. Ok, ça reste quand même quelque chose de très prometteur, mais en le répandant, en l'ouvrant tout vite, là je voyais à New York, première galerie NFT qu'avec des artistes déjà reconnus et déjà en place, mais qui n'ont pas besoin de passer en tout numérique dans la mesure où soit les originaux, ils les gardent dans leur tiroir et peuvent très bien les vendre, mais aussi maintenant vendre un JPEG certifié, ça crée une espèce de paradoxe un petit peu délicat. Du coup, on a deux originaux, on a un original Internet et un original tangible. Ouais. Et c'est là où ça devient problématique. Est-ce que c'est un sujet de débat entre vous? Vous avez l'impression de conversations assez un peu houleuses sur le sujet? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'opinions assez polarisées sur cette question. Ouais, on a des amis qui l'ont fait, mais assez peu au final. Mais il y en a où ça coule de source, pour moi. Je sais pas pour autant que je vais leur dire « Yo, vas-y, go for it, c'est cool. Utilise, je sais plus, l'énergie du Luxembourg juste pour diffuser ton truc. » Mais il y en a où ça se justifie. Par contre, il y en a d'autres, on a envie de leur dire « Pose-toi 2 minutes, tout va un peu trop vite, juste réfléchis à où ça va, quoi. » Le truc, c'est que c'est plus un débat d'éthique. Et le débat d'éthique, on l'a déjà, nous vieux boomers un peu punk. Oui, enfin bon, tu m'avais dit que c'était limité à 50 exemplaires ton print, et là t'en refais un tirage, c'est un problème de déontologie. Ou... Maintenant, on est dans des choses encore plus délicates, mais il n'y a pas vraiment de débat houleux, je dirais. La seule préoccupation, c'est le réel problème qu'il y a pour le moment de la technologie majeure qu'il y a dans les NFT. C'est basé sur une crypto-monnaie craignos, extrêmement chronophage, qui est un gouffre. Et en gros, là, en l'état, on a l'impression que toute une nouvelle génération, parce que découvrant ces marketplaces et ces opportunités, se dit « Waouh, super, c'est un Eldorado ». Simplement, j'ai l'impression, moi, qu'on est en train de répéter une erreur l'erreur des baby-boomers de notre génération à tout foutre en l'air sous prétexte que « Waouh, mais c'est super cette énergie ultra polluante et sordide ». Donc, c'est le problème pour le moment. Et c'est vraiment de la déontologie, si tu veux mater ça d'un côté aligné avec le fait que tu tries tes déchets et que de l'autre côté, tu fais certifier des NFT. C'est un problème de morale et je tiens pas, moi, à m'imposer en espèce de perle à vertu là-dedans. J'ai des échanges, j'ai des potes qui en font, je leur dis « T'es vraiment un con ». Mais s'ils veulent le faire, je vais pas les en empêcher. Le truc, c'est que moi, je sais que je m'y mettrai quand on aura embrassé d'autres choses plus viables qui me feront me sentir à l'aise vis-à-vis de ça, tout simplement. Ouais, mais je pense qu'on fera quelque chose qui sera vraiment destiné à ce support-là, quoi, et qui utilise les possibilités que propose juste ça. Mais il faudra encore qu'on soit sûr que c'est un peu plus clean que maintenant, quoi. Ouais, voilà.
Et si vous voulez soutenir les artistes sans passer par les NFT, il y a tout plein de possibilités directement sur les sites de vos illustrateurs ou créateurs préférés. Par exemple, celui de Fortifem, c'est facile, c'est fortifem.fr. Merci à Grégory Raymond, Adrien Havet, Jessie Debert pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.